Bonjour à tous, j'ai eu le plaisir de m'adresser à vous dans une vidéo concernant l'auto-hypnose. Et je vous avais donné deux bonus qui vous permettaient d'une part de faire de l'auto-hypnose par concentration sensorielle externe et de l'auto-hypnose par concentration sensorielle interne. Voilà, je rassure ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, les mots sont bien savants pour désigner des choses qui sont faciles à mettre en place. Là, je veux vous parler des techniques régressives. Les techniques régressives sont des techniques très importantes qui sont utilisées dans toute la psychologie puisqu'elles permettent de retourner dans le passé pour revisiter en fait certains événements de notre vie qui ont pu par exemple provoquer des dégâts, des traumatismes, etc. et même parfois des traumatismes qui sont en apparence mineurs mais qui ont eu des conséquences très importantes dans notre vie de tous les jours, au présent évidemment, mais aussi dans notre investissement énergétique en quelque sorte dans le futur. Ce que je voudrais vous dire également, c'est que très souvent, lorsque l'on parle de techniques régressives, eh bien, on parle de réparation, de réparer des choses du passé. Mais il y a aussi une autre façon d'approcher les techniques régressives, et on fera les deux, c'est d'aller chercher, en fait, dans le passé des ressources. Oui, parce que nous avons réussi des choses extraordinaires dans le passé, nous avons réussi plein de choses, et c'est de nature à booster notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes. Donc ça vaut le coup d'aller revisiter également ce genre de choses. Avant de commencer les techniques régressives, je vous rappelle simplement que je suis le docteur Robert Larsonneur, que je dirige deux centres de formation, France PNL et France Hypnose Formation, et que nous utilisons évidemment les techniques régressives autant en PNL, programmation neurolinguistique, qu'en hypnose évidemment. Et je vous rappelle également que j'ai le plaisir, le bonheur et la fierté même, surtout la fierté aussi, d'intervenir chez Vivo Vojo Dynamica. Vivo Vojo Dynamica, déjà le nom c'est formidable parce que Vivo Vojo ça veut dire chemin de vie et Dynamica ça veut dire dynamisme, et c'est vrai que lorsqu'on veut faire des transformations dans sa vie, il faut en même temps du dynamisme, de la persévérance, et puis il y a un travail à faire, souvent ça se fait pas comme ça en claquant du doigt, c'est ce que je vous avais expliqué à propos de l'auto-hypnose, hein. Ce qui fait du mal à l'auto-hypnose, c'est l'auto-hypnose de spectacle, hein, où on fait croire aux gens qu'en claquant du doigt, on modifie notre existence. Si c'était vrai, ça se saurait. En tout cas, si je vous parle d'auto-hypnose, c'est parce que les techniques que l'on va voir ensemble, vous pouvez les utiliser en auto-hypnose, grâce à l'auto-hypnose, et donc vous pourrez modifier par vous-même et pour vous-même donc des agencements psychologiques néfastes, et vous pourrez renforcer par vous-même et pour vous-même des agencements psychologiques positifs. On peut toujours booster ce qui se passe bien et réparer ce qui s'est mal passé. Alors les techniques régressives, c'est pas la particularité uniquement de la PNL et de l'hypnose, bien que ça joue un rôle important. J'ai envie de dire que toutes les psychologies, quelles qu'elles soient, s'intéressent évidemment aux techniques régressives, même si on ne donne pas toujours ce nom-là. Par exemple, en psychanalyse, on retourne dans le passé pour revoir tous les événements de notre vie qui ont été marquants et voire parfois néfastes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la psychologie, retourner dans le passé, c'est quelque chose qui est, comment dire, récurrent, puisque ça a du sens. Nous savons bien que nous avons dans le passé, dès notre plus tendre enfance, eu des événements qui nous ont marqué toute notre vie, en fait, hein. Lorsque je vous parle de techniques régressives, évidemment, je vous parle de souvenirs. Et vous vous dites, oui, mais mon souvenir, il s'est bien passé. Si j'ai reçu une gifle de maman ou de papa à une époque, ou si la maîtresse d'école m'a grondé parce que je ne savais pas une fable ou je ne savais pas la dire en public et que j'en ai conclu que j'étais pas doué pour parler en public, eh bien cet événement s'est bien passé. Oui, cet événement s'est bien passé.
s'est bien déroulé, pardon, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez sans doute accentué certains éléments de ce souvenir et vous en avez diminué d'autres. Peut-être avez-vous accentué tout ce qui pouvait être vexant, humiliant. Vous avez eu honte, par exemple. Peut-être que vos petits camarades, certains se sont moqués de vous et vous avez davantage vu ceux qui se sont moqués que ceux qui n'ont rien dit. Voilà, donc revisiter son passé, revisiter certains événements, c'est aussi voir cet événement à la lumière, en fait, bien de l'adulte que nous sommes devenus, avec évidemment tout ce que nous avons appris dans la vie et tout ce que la vie nous a apporté en termes de ressources. Alors, je vous ai parlé de souvenirs. Il faudrait quand même que je dise quelques mots sur les souvenirs. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, et je pense à un chercheur qui s'appelle Susumu Tonegawa, et Tonegawa qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de médecine pour des études en physiologie et plutôt en immunologie. Eh bien, un jour, il a décidé d'abandonner ses recherches en immunologie pour se consacrer au cerveau. Et il a obtenu, là encore, un prix qui est l'équivalent du prix Nobel dans ce domaine-là. Donc, c'est vous dire que c'est un immense chercheur. Et ce qu'il a montré, c'est qu'il était capable de fabriquer de nouveaux souvenirs chez les rats. Tout simplement en utilisant plusieurs boîtes et notamment une boîte où il ne se passe rien de particulier, où l'animal se sent bien, etc. Et par toute une série d'artifices dans d'autres boîtes, en fait, il va arriver à modifier le souvenir bienveillant, entre guillemets, de la première boîte pour que le rat soit pris de frayeur lorsqu'on le met dans cette boîte où il ne s'est rien passé. Voilà. Et beaucoup d'autres expériences ont été faites chez l'animal, mais aussi chez l'être humain. Je pourrais citer par exemple Myriam Lomen. Et Myriam Lomen a montré, en interrogeant des militaires qui revenaient d'Afghanistan et qui n'avaient pas subi d'attaque au missile. Elle leur a fait une description de ce qu'était une attaque au missile, etc. Elle les a revus 6 mois plus tard, et 6 mois plus tard, 25% à peu près, 25 à 30% des soldats interrogés se sont souvenus qu'ils avaient eu une attaque au missile, ce qui n'était pas exact, et donc ils avaient fabriqué un nouveau souvenir en quelque sorte. Je pourrais vous parler d'Elizabeth Loftus qui travaillait à l'université de Stanford, et Elizabeth Loftus, elle a interrogé, excusez-moi, des adultes en leur demandant si étant enfant ils s'étaient perdus dans un centre commercial, et elle a sélectionné tous les adultes qui ne s'étaient pas perdus dans un centre commercial, et ensuite elle leur en a parlé, elle leur a dit ce que ça pouvait être de se perdre dans un centre commercial, etc. Et elle les a revus 6 mois plus tard, et là encore 30 à 40% des gens pensaient s'être perdus dans un centre commercial alors que c'était faux. Donc c'était un souvenir fabriqué. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que vos souvenirs sont des souvenirs inventés, etc. Si vous avez subi des choses désagréables, des sévices, etc., c'est vrai que ça a existé et ça, c'est pas à remettre en cause. Ce que je veux dire par là, c'est que nos souvenirs, en réalité, ne sont pas un copier-coller de la réalité, qu'ils sont déformés assez souvent, parfois amplifiés, et amplifiés évidemment dans le mauvais sens. Lorsqu'on a subi un traumatisme, on insistera plus sur certains éléments aggravants de ce traumatisme, etc. Alors, il ne s'agit pas pour moi, soyons très clairs dès le départ, de vous faire oublier ces souvenirs-là. D'abord, ce serait une très mauvaise idée, puisque le cerveau, en fait, n'oublie rien. Et donc, ce ne serait pas un oubli, ce serait un refoulement. Or, vous savez, comme moi, probablement pour avoir étudié ou entendu parler de la psychanalyse, que le refoulement, ce n'est pas une bonne chose. Refouler quelque chose, c'est-à-dire l'oublier dans son cerveau, mais ce n'est pas un vrai oubli, c'est juste qu'on n'y a pas accès, eh bien on sait que ça continue à provoquer des dégâts. C'est pour ça que l'une des fonctions de la psychanalyse, c'est de refaire passer de l'inconscient au conscient certains événements que l'on a refoulés. Donc il ne s'agit pas du tout de ça.
Il s'agit simplement de créer en quelque sorte une histoire, de modifier l'histoire d'origine tout en gardant l'histoire d'origine, en sachant très très bien que ça ne s'est pas réellement passé comme ça, pour vous donner une deuxième histoire. Nous méritons plus qu'une seule histoire, en quelque sorte. Voilà. Et il y a un Ragon qui dit « J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. J'ai réinventé le passé pour donner toute sa beauté à l'avenir. » C'est dans le Fou d'Elsa qu'il dit ça. Ça va être ça en quelque sorte. Hein. Donc les techniques régressives sont des techniques de réparation, ou alors, comme je vous l'ai dit, mais on les utilise rarement, malheureusement, dans ce cadre-là, des techniques pour renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Il m'est arrivé de demander à des stagiaires qui venaient me voir au centre parce qu'ils étaient un petit peu déprimés, etc. Et je leur demandais de me raconter quelque chose de bien qui s'était passé dans leur passé. Ben, ils avaient un petit peu de mal. Par contre, si je leur demandais de me raconter des choses qui s'étaient mal déroulées dans leur passé, c'est beaucoup plus facile. Oui, nous fixons plus facilement ce qui s'est mal passé que ce qui s'est bien passé. Alors, donc, le but des techniques régressives, encore une fois, c'est de réparer. Ce sont des techniques de réparation qui permettent de libérer toute une énergie qui est bloquée, une énergie négative qui est bloquée dans le passé et qui continue à faire ses effets dans le présent et dans le futur. Débloquer cette énergie négative, en fait, pour pouvoir la transformer en énergie vitale pour le présent et évidemment pour le futur également. Alors, comme je vous ai dit, je vous parlerai de deux techniques. La première technique dont je veux vous parler, je dirais en tout bien, tout honneur, j'ai envie de commencer par vous parler des techniques positives. Voilà. Vous avez réussi beaucoup de choses dans la vie. Vous avez réussi à apprendre à marcher, vous avez réussi à faire du vélo pour la plupart d'entre vous. Vous avez réussi des choses ici et là. Ici et là, pour certains, ça va être la cuisine, pour d'autres, ça va être des examens, etc. Donc, vous avez réussi plein de choses. Et très très souvent, on n'oublie pas ces choses-là, mais on ne les met pas en avant. Eh bien, l'idée, ça va être de se dire, je vais me centrer sur des choses que j'ai réussies et je vais les utiliser comme ressources. Donc, je vous invite à prendre une feuille de papier et à noter sur cette feuille de papier une dizaine de choses que vous avez réussi. Si vous avez du mal, eh bien, ça veut dire que cet exercice est particulièrement important pour vous. Voilà. Parce que vous avez réussi bien plus que 10 choses dans votre vie. Donc, notez toutes les belles choses que vous avez réussies dans votre vie. Ensuite, eh bien, je vais vous inviter à en choisir 3, les 3 que vous avez le plus réussi, et puis à en faire une histoire, à les noter, et surtout à dire tout le plaisir et le bonheur que vous aviez eu à réussir cela. Quand vous avez eu votre bac, vous étiez joyeux, par exemple, pour ceux qui ont passé le bac, quand vous avez réussi tel examen, peu importe lequel, vous étiez heureux de l'avoir, etc. De noter ça, si vous avez réussi une super soirée que vous organisiez, si vous avez réussi à retapisser votre salon, je ne sais pas, il y a une infinité de choses que nous avons réussi. Je vous invite à les noter, de noter à peu près la date, et ensuite, eh bien, tout simplement, de fermer les yeux et de ressentir tout ce que vous avez ressenti au moment où vous avez réussi tout cela. Voilà, donc et de vous concentrer dessus. Vous pouvez, là encore, le faire sous auto-hypnose. Hein, il vous suffit de retourner sur la vidéo qui a déjà été faite et mise en ligne pour voir les deux techniques qui sont intéressantes à utiliser en auto-hypnose. Et puis, à ce moment-là, vous allez, sous auto-hypnose, repenser à ça. Associez-vous vraiment aux émotions. Si vous étiez joyeuse, soyez joyeux à ce moment-là. Repensez à tout ce
qui était bien dans la scène au cours de laquelle eh bien, vous étiez heureux. Et faites-en une fierté, dites-vous que vous avez réussi quelque chose et que vous méritez d'être fier de vous pour ce que vous avez réussi. Voilà, donc ça c'est une technique régressive positive où on va chercher des ressources et quand vous avez ces ressources, cette fierté, ce bonheur, eh bien je vais vous inviter à faire mentalement comme si vous preniez en fait cette fierté, ce bonheur dans vos mains. En fait, vous pouvez même imaginer un symbole de ce bonheur, chacun son symbole, et puis le ramener ici et maintenant au présent, voilà, le ramener à l'intérieur de vous, et puis ensuite eh bien, le projeter dans le futur. Voilà. C'est comme ça que l'on fonctionne dans la vie, c'est parce que nous avons réussi des choses que nous avons confiance en nous. Alors là, je vous parle d'une technique régressive positive qui consiste à aller chercher des ressources dans le passé. Mais je dois vous dire une chose, c'est que très souvent, lorsque l'on parle de techniques régressives, ben, on ne parle pas de celle-ci. On ne parle que des techniques régressives négatives de réparation. C'est celle que l'on va voir maintenant. Et là aussi, on va utiliser un voyage en quelque sorte dans le temps. Je ne sais pas où ce voyage va vous mener. Il va peut-être vous mener à l'âge de 8 ans, peut-être à l'âge de 3 ans, de 2 ans, peut-être même 1 an. J'avais une stagiaire, si vous voulez, pourquoi 1 an? Souvent on se dit on n'a pas de souvenir à 1 an, mais on peut s'en fabriquer. J'ai une stagiaire qui avait une quarantaine d'années, etc., et qui m'expliquait qu'un jour, c'était lors d'une démonstration que je faisais dans mon centre de formation, qu'un jour, alors qu'elle était en train de dessiner, elle devait avoir 3 ou 4 ans, sa maman était à côté, son papa aussi, puis un ami de la famille, et la maman a raconté, croyant que sa fille ne l'entendait pas, que lorsque sa petite fille est née, donc ma stagiaire lorsqu'elle était enfant, eh bien elle ne la désirait pas. Et elle a expliqué que en fait elle avait refusé en fait de la prendre dans ses bras, et qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour l'accepter et la prendre dans ses bras. Eh bien, la petite fille de 3 ans qui était en train de faire un dessin, qui avait l'air concentrée sur son dessin, elle a tout entendu. Et elle s'est imaginée, à cet âge-là de 3 ans, puis après toute sa vie, elle s'est imaginée sa maman refusant de la prendre dans ses bras, la rejetant. Donc elle s'est fabriqué un souvenir à tel point qu'elle pensait que son souvenir était vraiment réel. Peut-être que son souvenir était réel en quelque sorte en termes d'émotion, mais pas en termes visuels, etc., et pas avec la précision visuelle qu'elle accordait à ça. Donc voilà un souvenir fabriqué par l'enfant à l'âge de 2 ans, 3 ans, qui a duré tout l'âge adulte, et j'ai réalisé avec cette personne une technique régressive. On est retourné à l'époque du dessin, voilà, et on a revisité la scène. Ensuite, il s'est passé beaucoup de choses pour elle. Notamment, elle avait toujours entendu sa maman qui, selon elle, avait une voix criarde, etc. Alors, il faut vous dire que dans la période, la maman était décédée. Et elle a interrogé ses sœurs, son frère, et elle leur a demandé, mais moi j'ai le souvenir de maman qui a une voix criarde et qui n'était pas tendre. Et à ce moment-là, ses sœurs et son frère lui ont dit, pas du tout. Maman n'avait pas une voix criarde, elle avait une voix assez douce, et je me souviens très bien, je la revois souvent, lorsque tu avais de 3 ans, 4 ans, 2 ans, etc., te prenant sur ses genoux et te câlinant. Elle avait oublié en quelque sorte tout ça. Et ma stagiaire a expliqué en fait la scène de ces 2 ans où elle a entendu ça, et les frères et sœurs lui ont dit, bah, écoute, si tu l'as entendu, c'est que ça s'est probablement passé comme ça, mais nous, on n'était pas là, évidemment, parce que c'était l'aîné de la famille, mais ce que je peux te dire, c'est que peut-être qu'elle a eu du mal à t'accepter au départ,
parce que pour elle, être une nouvelle maman, c'était peut-être compliqué, mais après, elle a fait preuve de beaucoup de tendresse avec toi, et tout s'est bien passé. Donc, elle a revisité la scène d'origine, et ça a fait une sorte de cascade, en fait, pour changer la vision qu'elle avait de sa maman. Voilà à quoi peut servir une technique régressive. Et finalement, ça l'a réparée et elle n'avait plus peur en fait d'être mal aimée par les autres, parce que c'était ça son problème de départ, c'est qu'elle avait peur que les autres ne l'aiment pas lorsqu'il la rencontrait pour la première fois, etc. On a fait cette réparation. Alors, cette technique régressive, je vais vous la donner, je vais vous l'expliquer, je vous donnerai, ça sera noté sur un PDF, etc. Et je vais vous donner tous les ingrédients pour en faire quelque chose. Et si vous voulez la faire, encore une fois, sous hypnose, vous pourrez tout simplement eh bien, retourner voir la vidéo, la première vidéo sur l'auto-hypnose. J'en profite pour dire que nous commercialisons aussi des formations sur l'hypnose, l'auto-hypnose, la confiance en soi, et puis une formation praticien, etc., et plein d'autres choses. Alors, maintenant, ces scènes-là, parfois, d'ailleurs même cette scène, on voit bien que la petite fille ne pouvait pas faire grand-chose. Elle avait 2 ans, 3 ans, elle ne pouvait pas dire à sa maman, faire un reproche ou quoi que ce soit. Elle n'a rien dit et elle a intégré cette chose-là. Je vais vous raconter une autre histoire, c'est pour illustrer quelque chose qui est très important aussi. Alors là, c'est l'histoire d'un monsieur qui vient me voir et qui me dit qu'il vit en permanence avec un sentiment de culpabilité et la peur, en fait, de faire du mal aux autres, même sans le vouloir. Voilà son point de départ et sa demande. Et je lui pose une question toute simple qu'on a dans les techniques régressives, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu... parce que je le tutoyais, est-ce que c'est quelque chose qui est redondant chez toi, est-ce que c'est nouveau, etc. Et il me dit, j'ai toujours été comme ça. Et on va explorer plusieurs scènes au cours desquelles il avait un sentiment de culpabilité qui revenait encore et encore, et on va trouver une scène qui est probablement, très très probablement la scène d'origine. Il a 3-4 ans à peu près, et il est en train de jouer, et en jouant, il va casser un vase. Il va casser un vase. Et là, son papa va se mettre dans une colère épouvantable et va vouloir lui mettre une correction. Sa maman va s'interposer entre lui et son papa, et là, le papa va frapper la maman. Et l'enfant est traumatisé par ce coup que reçoit sa maman, et il va tirer comme conclusion que sa maman a reçu un coup à cause de son papa, à cause de lui, pardon, à cause de lui. Et évidemment que non. Et évidemment que ce n'est pas à cause de lui que le papa frappe maman, c'est à cause du papa qui ne sait pas se prendre du recul, qui ne sait pas se calmer, etc. Peut-être était-il sous l'emprise de l'alcool, ça je ne le sais pas, etc. Enfin, bon, peu importe, en tout cas, il n'est pas coupable. Alors maintenant, ce que je vais demander à ce monsieur maintenant, ça va être, une fois que nous sommes dans le passé, de revisiter cette scène. Alors, il y a plusieurs façons de revisiter la scène. Je vais vous en donner 2, en fait. La première façon de revisiter la scène, c'est de dire, eh bien, comment cette scène aurait dû se passer idéalement. Voilà. Alors attention, si le monsieur vous dit idéalement, il aurait fallu que je ne casse pas le vase. Ça, il ne faut pas le prendre, parce que ça va augmenter la culpabilité du jeune garçon, et c'est normal qu'à 3 ans, on puisse avoir ce genre d'accident. On en a bien, nous les adultes, hein, qui n'avaient pas cassé un verre ou une assiette ou quelque chose, voilà. Donc un enfant, c'est la même chose. Donc ne recevez pas ça en lui disant simplement oui, tu étais en train de jouer, et quand on joue, eh bien, on peut casser des choses. Les adultes aussi cassent des choses. Donc ça,
on le laisse en l'état. Non, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il se passe pour que tout se passe bien? Eh bien, alors moi je ne donne pas les réponses quand j'aide quelqu'un à revisiter une scène. C'est lui qui va me donner les réponses. Et en général, il me donne une réponse, il m'en donne peut-être deux, peut-être... Alors s'il m'en donne qu'une, à ce moment-là, je vais simplement lui dire, et s'il y avait une autre option, ça serait quoi? Voilà. Et une fois qu'il m'en donne deux, je dis, et s'il y en avait encore une autre, ça pourrait être quoi? Jusqu'à ce que j'en ai deux ou trois, ou alors jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus. Et après, je lui dis, eh bien, entre ces trois possibilités, laquelle te semble être la plus adaptée par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé, c'est-à-dire se débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui revient sans arrêt. Alors, il a dit simplement, ben, il aurait fallu que papa garde son calme. Voilà. Et qu'il, du coup, qu'il me dise que j'ai fait une bêtise, c'est normal, j'en avais fait une, mais que ça s'arrête là, et puis rien ne se serait passé. Alors oui, sauf que là, revisiter cette scène, ça veut dire demander quelque chose au papa, c'est-à-dire demander au papa d'avoir une ressource, en quelque sorte, une ressource de calme. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans cette technique régressive. Nous allons donner cette ressource de calme au papa, en fait, pour qu'il se comporte de manière différente. Donc, on va donner une nouvelle histoire. Je n'élimine pas la précédente, je crée une nouvelle histoire. Voilà. Si le garçon, au lieu d'avoir eu 2 ou 3 ans, avait eu par exemple 9 ans ou 10 ans. Hein, imaginez la même scène mais à 9 ou 10 ans. À ce moment-là, j'aurais pu utiliser une autre approche, c'est la deuxième, je vous ai dit qu'il y en avait deux. Cette deuxième approche aurait été non pas de modifier la scène d'origine, on peut la garder, mais de dire quelle conclusion as-tu tiré à 9 ou 10 ans? Alors j'ai tiré comme conclusion que j'étais responsable du coup que maman avait reçu. Quelle autre conclusion tu aurais pu tirer compte tenu de toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, de tout ton savoir? Et à ce moment-là, il aurait peut-être pu me dire, alors là ça ne s'est pas passé puisque je vous ai dit il avait 3 ans, il aurait pu me dire, ben, j'aurais pu penser par exemple que casser un vase c'est quelque chose qui peut arriver et que papa a eu un mauvais comportement et même un comportement inacceptable à ce moment-là. Et vous voyez que la conclusion, là on est en train de revisiter la conclusion. La conclusion va tout changer parce que dans le premier cas, il pensait « je suis responsable, je suis coupable », alors que dans le deuxième cas, il dit « c'est papa qui est responsable, c'est papa qui est coupable ». Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement réinventer la scène, donc là 8-10 ans, donc c'est une autre scène, et dire je vais donner des ressources de calme à mon papa, il va venir, il va me gronder, après tout c'est à peu près normal, et puis ça va s'arrêter là. Oui, vous allez me dire, oui mais attention, lui donner des ressources c'est bien gentil, mais peut-être qu'on ne lui a pas pardonné d'avoir fait ça. Et oui, parfois il faudra ajouter d'autres techniques, comme la technique du pardon. C'est une très très belle technique et très très souvent les gens ne veulent pas utiliser la technique du pardon parce qu'ils se disent ça serait trop facile de lui pardonner, etc. Il ne le mérite pas, des choses comme ça, vous voyez. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on pardonne quelque chose à quelqu'un, eh bien, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc, on peut même pardonner quelque chose à une personne qui n'est plus en vie, parce que ça nous libère, là encore, et ça c'est le but de toutes les techniques régressives, ça nous libère d'énergies négatives emmagasinées et qui font de gros dégâts. Voilà. On peut également changer de faire ce qu'on appelle un recadrage, et notamment un recadrage de sens, qui peut s'ajouter donc à la technique. Hein. Alors le recadrage de sens, je vais vous donner un exemple. Tous les exemples que je vous donne sont des exemples que j'ai vus
dans mon centre de formation, hein, France PNL ou France Hypnose Formation, ce sont des exemples vrais. J'avais une stagiaire dont le papa était alcoolique. Et j'avais remarqué cette stagiaire parce qu'elle avait une qualité particulière. Elle était très très douée en observation des gens et savait tirer les bonnes conclusions. Et je m'étais demandé ce qui faisait d'elle quelqu'un de très très doué. Et elle me l'a expliqué. Elle m'a dit, voilà, papa, lorsque nous étions enfants, était violent, il était alcoolique. Entendez bien, hein, j'ai dit il était alcoolique. C'est important parce qu'on va revenir là-dessus. Il était alcoolique et il ne me frappait pas moi, mais il frappait mon frère qui était un petit peu plus grand que moi. Et on passait notre temps à le regarder et à surveiller pour savoir à quel moment il allait se lever et venir frapper mon frère. Et c'était une épreuve terrible pour elle de voir son papa frapper son frère. Vous imaginez le traumatisme pour un enfant qui, je ne sais plus quel âge elle avait, peut-être aux alentours de 5 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans, son frère devait en avoir 7 ou 8, il avait 1 ou 2 ans de plus. Véritable traumatisme. Donc là, j'ai senti qu'il fallait faire une technique régressive et retourner dans le passé pour modifier et réinterpréter la scène d'origine. Mais avant, il fallait que je passe par certaines étapes, et notamment une étape de recadrage. Donc je l'ai, par le questionnement, parce que là on est vraiment dans ce que Socrate appelait la maïeutique, c'est-à-dire l'art du questionnement. C'est pas à vous de faire des propositions, c'est à vous de poser des questions pour aider la personne à trouver des solutions, etc. L'aider à trouver. C'est vraiment Socrate qui a développé ce concept-là et qui existe depuis toujours, donc depuis 2400 ans. Et donc, je l'ai questionné et finalement, au bout d'un certain temps, elle me dit il était alcoolique, c'était une vraie maladie chez lui, quoi. Et là, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Et elle me dit, oui, c'est vrai que l'alcoolisme, c'est une maladie. Voilà. Et là, évidemment, j'ai approuvé. Et j'ai dit, oui, tu as raison, l'alcoolisme, c'est une maladie. Les gens qui sont alcooliques ne sont pas alcooliques. Ils sont atteints d'une maladie alcoolique. Voilà. Et ça, c'est un recadrage qui a été très important pour elle, parce qu'elle a pris conscience, en fait, que son papa, eh bien, était quelqu'un de malade. Ça n'enlevait rien. Hein, entendons-nous bien, à l'ambiance violente dans laquelle elle vivait. Mais ça modifiait quand même les choses et ça permettait de faire un travail qu'on fait. Hein. Donc, et à partir de ce moment-là, elle m'a dit, je ne vois plus les personnes alcooliques comme des coupables. C'est vrai qu'ils font des choses qui sont inacceptables. Je les vois aussi comme les victimes d'une maladie et je les vois comme des gens qui ont besoin d'aide. Elle travaillait dans le milieu hospitalier, hein, qui ont besoin d'aide pour guérir de cette maladie alcoolique. Et alors ça, c'était la première étape. Et j'ai senti, en discutant avec elle et en continuant à l'interroger, qu'elle avait toujours des ressentiments négatifs justifiés, hein, puisqu'à cause de cette violence, justifiés par rapport à son papa. Et là, on a fait, là aussi, un travail de préparation sur le pardon. Voilà. Comment pardonner des choses qui semblent a priori impardonnables. Il y a une magnifique technique pour ça et je voudrais insister sur le fait que pardonner, ce n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, c'est un cadeau que l'on fait à soi et on n'est pas obligé d'aller lui dire « je te pardonne », on peut se le dire mentalement et parfois d'ailleurs on ne peut pas le faire puisque la personne qui nous a fait du mal n'est plus là. Donc elle est décédée par exemple, hein, et donc on ne peut pas aller lui dire, mais ce qui est important c'est de libérer dans notre esprit cette énergie négative. Donc c'était un préalable
Et vous pouvez faire tout ça vous-même. Moi, ce qui m'importe pour vous, c'est que vous vous entraîniez sur ces techniques. Alors, vous pouvez évidemment aller voir un thérapeute ou un psychologue si vous souhaitez être accompagné. Et je trouve que c'est une très bonne option, évidemment. Mais vous pouvez compléter le travail du psychologue ou même parfois, lorsque les choses sont plus faciles, vous en passer. Alors pas toujours, hein, entendons-nous bien, ça dépend de chaque cas, ça dépend de chaque personne, donc il n'y a aucune généralité là-dedans, mais il y a des choses que l'on peut réparer soi-même. Nous avons nous-mêmes des capacités de réparation, on appelle ça la résilience. Et à ce moment-là, vous pouvez faire cette technique et la faire sous hypnose. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va, avec ces techniques-là, soit modifier, ajouter un nouveau souvenir, en quelque sorte, que l'on sait fabriquer, qui est un souvenir idéal. Comment aurait-il fallu, idéalement, pour que ça se passe? On peut modifier également l'interprétation que l'on a tirée de la scène et du coup, par un mécanisme de réaction en chaîne, on va se libérer d'énergies négatives qui sont limitées. Alors, bon, là, je vous parle de choses, au final, les deux, hein, qui sont assez graves. Parfois, ça n'est pas aussi grave que ça. Je peux vous donner deux exemples qui sont, à mon avis, intéressants. Le premier, c'est une petite fille qui assiste à une noyade. En fait, elle me dit que la noyade n'ira pas à son terme parce que ça se passe à la plage et l'enfant va être secouru. Mais toujours est-il que elle en a eu, ça lui a fait venir une peur très très importante et ses parents, croyant bien faire, lui ont dit: tu vois, la mer c'est dangereux. Et elle a tiré cette conclusion: la mer c'est dangereux, et à partir de là elle a eu peur d'aller se baigner et ça l'a poursuivie toute sa vie, ce qui fait que lorsqu'elle s'est retrouvée avec ses enfants et que ses enfants avaient envie d'aller se baigner, dès qu'il y avait 40 cm d'eau pour elle, elle était mal à l'aise, ce qui au passage peut être contaminant pour les enfants, hein. Donc elle voulait se libérer de ça pour pouvoir aller dans l'eau en toute sécurité, hein, évidemment, et puis se détendre et s'amuser et jouer avec ses enfants. Là encore, moi j'ai travaillé sur l'interprétation. Ses parents ont cru bien faire, hein, et ils avaient peur qu'il arrive la même chose à leur fille, mais peut-être aurait-il dû dire, et c'est elle qui a trouvé la solution, moi je l'avais en tête mais je ne le lui ai pas donné, c'est à elle de le trouver parce que ça impacte plus. Et elle a trouvé comme solution, elle a dit: mes parents auraient dû me dire qu'il ne faut pas aller se baigner sans une bouée si on ne sait pas nager, et puis avec ses parents, et surtout dans une zone où il n'y a pas de risque, on peut venir nous chercher si on boit une petite tasse. Et à ce moment-là, la conclusion eût été complètement différente. Ce n'est pas la peur de l'eau, c'est tout simplement une consigne de sécurité logique comme on en fait régulièrement. Donc vous voyez, là, on va changer l'interprétation. Il y a eu un événement, cet événement, la personne en a fabriqué un souvenir, elle a tiré des conclusions, elle a généraliser ses conclusions, et à partir d'une conclusion généralisée, la mer c'est dangereux, elle a pris une décision de comportement tant qu'elle avait la possibilité de ne pas aller se baigner, mais quand elle était obligée d'aller se baigner, beaucoup de stress. Alors, les techniques régressives peuvent permettre également de soigner des phobies. Alors, il y a un cas célèbre, évidemment, c'est le cas de Milton Erickson, qui est en présence d'une femme qui est phobique du jus d'orange, ce qui est un gros problème pour elle, pardon, et aussi pour l'entourage. Voilà. Il va faire une technique régressive et va l'accompagner mentalement en hypnose à l'époque où elle n'était pas encore phobique du jus d'orange. Et là, sous hypnose, il va lui faire boire du jus d'orange. Évidemment, pour l'inconscient, c'est une modification en profondeur. Ça veut dire pour l'inconscient qui avait tiré comme conclusion j'ai du dégoût à boire du jus d'orange,
je ne sais plus ce qu'il y avait eu comme raison, mais je crois qu'il y avait eu quelqu'un qui avait fait une farce, qui avait mis une bête dans du jus d'orange, il lui avait fait boire, donc ça l'avait dégoûté définitivement. Et à ce moment-là, elle a compris que, son inconscient, pardon, a compris, en buvant du jus d'orange avant la date de l'événement en question, que le jus d'orange, eh bien, c'était bon. Je dois vous dire qu'elle a gardé une seule habitude, et c'est bien, c'est de regarder la bouteille, voilà, ce qu'il y a dedans, pour ne pas subir une deuxième fois cette drôle de farce. Voilà. Voilà, ça c'était une technique utilisée par Milton Erickson. J'aimerais vous citer une autre technique qui évidemment me semble très très intéressante parce que c'est une phobie, mais une phobie de quelque chose de complètement anodin. C'est une phobie des mouches. Voilà. C'est une jeune femme qui vient me voir d'une quarantaine d'années, elle est stagiaire chez moi, et au moment des phobies, elle me raconte que c'est terrible pour elle parce qu'elle est phobique des mouches, et elle dit depuis toujours, j'entends des gens se moquer de moi et me dire, mais enfin, tu es ridicule, une mouche, ça n'est pas dangereux, qu'est-ce qui te prend à avoir peur des mouches ? Et c'était presque une insulte à son intelligence. Évidemment qu'elle sait qu'une mouche, ça n'est pas dangereux. Et on va faire une technique régressive. Évidemment, souvent, les gens pensent pour les phobies qu'on va utiliser une technique qui s'appelle la double dissociation, qui est une excellente technique. Mais là, je vais utiliser une technique régressive. Et je vais de scène en scène, en fait, reculer jusqu'à la scène dont elle se souvient, la scène la plus ancienne. Et la scène la plus ancienne, elle est tout simplement, ses parents l'ont enfermée dans les toilettes avec un petit pot, parce qu'elle a 2 ans, quelque chose comme ça, 2 ans et demi, et ils veulent l'obliger, en fait, à être propre et à aller sur le pot. Et il ferme la porte, et là, dans les toilettes, il y a une grosse mouche, ces grosses mouches qui font beaucoup de bruit, etc., et qui se déplacent très très vite. Et elle va avoir peur de cette mouche, et elle va se mettre à crier, elle va tambouriner à la porte. Ses parents vont penser que c'est parce qu'elle ne veut pas aller sur le pot et vont la laisser comme ça. À un moment donné, quand même, ils vont lui ouvrir et ils ne vont rien comprendre la raison pour laquelle ça s'est passé, et elle est devenue, à partir de ce jour, phobique des mouches. Voilà. Dans son inconscient, en fait, de petite fille de 2 ans et demi, 3 ans, il est rentré dans sa propre équation personnelle, une mouche, c'est dangereux, ça fait peur, etc. Et elle va garder ça toute sa vie. Et malgré son intelligence, parce que c'est une femme intelligente, elle répondra toujours aux gens qui lui disent « mais enfin, avoir peur d'une mouche, ça ressemble à quoi ?» Eh bien, oui, ça ressemble à quelque chose parce que c'est plus fort qu'elle. Et donc, le conscient n'a rien à voir avec ça, c'est l'inconscient, lui, qui a mis ça dans un petit brin. Vous pouvez imaginer par exemple un collier de perles. C'est William James qui dit que notre vie c'est comme un collier de perles, et chaque perle en fait influence les perles que l'on va ajouter. Évidemment, si vous mettez une perle rouge, eh bien ça va influencer les autres perles que vous allez ajouter. Et l'idée, si vous voulez, ça va être de retourner dans ce collier de perles que moi j'appelle votre équation personnelle, pour aller modifier donc une scène qui vous porte préjudice, qui vous a porté préjudice déjà toute votre vie en général, et qui vous porte préjudice au présent, et qui vous portera préjudice au futur. Ça veut dire, pour faire simple, que cette scène, en fait, cette scène traumatisante, en quelque sorte, a une énergie. Elle a une énergie très importante parce que, pour le cerveau, la priorité des priorités, eh bien, c'est
la sécurité. Et donc, s'il pense qu'un ascenseur, si votre inconscient a dans son programme un ascenseur, c'est dangereux, vous aurez beau expliquer tout ce que vous voulez au conscient, la personne restera phobique des ascenseurs. Si l'inconscient a mis dans son équation, dans votre équation, une mouche, c'est dangereux, à ce moment-là, eh bien, vous aurez beau tout faire, l'inconscient, c'est sa fonction première, c'est-à-dire votre protection, donc il va conserver le devoir, en quelque sorte, il va garder le devoir de vous protéger contre une mouche. Voilà, c'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voici les techniques régressives. Ce sont de belles techniques qui ont des résultats vraiment spectaculaires. Hein. Soit vous m'écoutez et vous êtes un psychologue, vous êtes un praticien, un hypnopraticien, un coach, etc. Vous pouvez bien évidemment utiliser ces techniques régressives pour les personnes que vous accompagnez, soit vous êtes un particulier et vous aimeriez utiliser cette technique pour vous-même, et là je vais vous donner le truc pour le faire pour vous-même. Je vais vous donner des documents pédagogiques, en quelque sorte, hein, sous forme de PDF. Je vais vous fabriquer ça. Sur les deux techniques, en fait, ça sera mon bonus, voilà, pour que vous puissiez utiliser par vous-même, pour vous-même, ces techniques-là. Voilà. Et puis, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, évidemment, là, il faudra consulter un spécialiste. Ces techniques, évidemment, fonctionnent en elles-mêmes. Et elles sont encore plus puissantes, évidemment, sous auto-hypnose, puisque l'auto-hypnose, enfin l'hypnose d'une façon générale, c'est la voie d'accès royale à l'inconscient, et notre inconscient, c'est le grand patron, hein, voilà, c'est lui qui nous commande, et même si vous pensez consciemment que c'est absurde d'avoir peur d'une mouche et que vous êtes bien d'accord avec les gens qui vous disent ça tout le temps, c'est l'inconscient, votre inconscient qui commande, et vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas aller à l'encontre. Il y a un travail à faire pour faire disparaître cette logique néfaste en fait, de l'inconscient. Voilà. Vous trouverez évidemment, pour compléter cette vidéo, d'autres informations. J'espère que cette vidéo vous apportera plein de choses. Hein. C'est le but que je poursuis. C'est le but aussi que nous poursuivons sur Vivo Vojo Dynamica, c'est-à-dire vous apporter plein de choses, voilà, pour que vous puissiez, tout au long de votre parcours, de votre chemin de vie, on va dire, un Vivo Vojo, ça veut dire chemin de vie, que vous puissiez tout au long de votre chemin de vie, eh bien, aller prendre des éléments qui vous intéressent pour vous aider à aller mieux, et puis à du coup accéder au plus grand bonheur possible. Voilà, au plus grand bonheur possible. Mais là, c'est à vous de jouer.